Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 3 mai. 210 jours de bombardement contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes du génocide perpétré par l'entité sioniste s'élève à 34 622 martyrs et 77 867 blessés. Deuxième opération de rapatriement d'enfants palestiniens blessés en Algérie sur décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Ils seront totalement pris en charge. « 140 journalistes palestiniens tués depuis le 7 octobre. Un hommage leur est rendu dans ce journal à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et puis des journalistes de plusieurs nationalités expriment ce vendredi leur soutien à la cause sahraoui lors de la première conférence sur la vision médiatique de la question du Sahara occidental. Bonsoir à tous. La bande de Gaza, théâtre de bombardement des forces de l'occupation sioniste pour le 210e jour consécutif où 26 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 50 ont été blessés durant les dernières 24 heures, ce qui fait grimper le bilan des victimes depuis le début de cette agression génocidaire à 34 622 martyrs et 77 867 blessés. Et je vous disais en titre, l'Algérie accueille des enfants palestiniens blessés, victimes de l'agression barbare contre la bande de Gaza dans la deuxième opération du genre depuis celle du 28 mars. En application de la décision du président algérien Abdelmadjid Tebboune portant prise en charge des enfants palestiniens blessés. Ces derniers sont arrivés hier soir avec leurs accompagnateurs à la base aérienne de Boufarik dans la wilaya de Blida en provenance de l'aéroport international du Caire en Égypte. Neila et Hamouda. Dans ce geste d'accueil, l'espoir naît. L'Algérie a ouvert grand les bras avec générosité pour prendre en charge des enfants palestiniens blessés, laissant derrière eux leur pays en proie au génocide. Un soupir collectif de soulagement s'élève dans l'air. Les visages fatigués s'illuminent d'un mince sourire mêlé de gratitude, d'espoir et d'amertume. J'ai été blessée à Gaza, ma jambe et ma tête ont été touchées par des bombes sionistes. Nous sommes partis en Égypte, puis on a rejoint l'Algérie. Nous avons été très bien accueillis. On a été très bien accueillis. Nous remercions le gouvernement algérien et son peuple. Nous avons laissé notre pays en enfer. La situation est catastrophique et inhumaine, incompatible à la vie humaine et animale. Ces enfants portent avec eux des témoignages poignants de l'horreur vécue pendant 7 mois d'agression génocidaire à Gaza. Les bombardements se poursuivent toujours à Gaza. Ils continuent de tuer les civils. Il y a toujours des martyrs sous les décombres et n'ont pu être retirés des gravats. Les chiffres communiqués par les journalistes et les agences médiatiques sont loin des chiffres réels. Le nombre des martyrs est de plus en plus élevé. Mon fils est tombé en martyr, le deuxième a été blessé. Nous avons quitté le lieu juste après. Nous étions chez nous à la maison lorsqu'un missile est tombé sur nous. Nos voisins étaient sous les décombres. Mon fils a été soigné à Gaza. On a quitté le pays pour l'Égypte, puis pour l'Algérie. L'initiative de l'Algérie de prendre en charge les enfants palestiniens blessés sous instruction du président Abdelmadjid Tebboune marque toutefois la compassion et la solidarité du peuple algérien à l'égard du peuple palestinien,
qui va bien au-delà des frontières. Pour ces enfants, cette généreuse action offre bien plus qu'un simple refuge physique. Elle leur permet de retrouver une deuxième patrie, un havre de paix qui ont perdu depuis le 7 octobre, un lieu où ces enfants blessés pourront panser leurs blessures en douceur, loin des traumatismes, des bombardements et des scènes d'horreur qu'ils côtoient quotidiennement. Et à leur arrivée en Algérie, les enfants palestiniens ont été accueillis notamment par la ministre algérienne de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kautar Krikou, qui a mis en avant l'esprit de solidarité qui caractérise le peuple algérien. Une nouvelle fois, le peuple algérien a démontré son sens de la solidarité en accueillant pour la deuxième fois des blessés palestiniens, nos frères palestiniens qui ont pu être évacués de la guerre contre Gaza. Les consignes du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont pu être appliquées à la lettre et nous sommes dans l'attente d'autres opérations similaires. Et pour sa part, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Fayez Abouaïta, a salué le soutien de l'Algérie aux Palestiniens à travers notamment cet accueil des enfants palestiniens. Nous remercions l'Algérie, présidence et peuple. Nous remercions le président Abdelmadjid Tebboune, l'armée nationale qui accueille et ouvre leurs bras aux blessés palestiniens en recevant ce nombre impressionnant et important de blessés palestiniens chez eux pour la deuxième fois. Inch'Allah, il y aura d'autres opérations similaires. L'Algérie met tous ses moyens et déploie tous ses efforts pour guérir ces blessés et les prendre en charge. Tous ces efforts sont déployés pour les sortir de ce cadre morose de la guerre à Gaza. En Palestine occupée, 2 prisonniers palestiniens de Gaza, dont le docteur Adnan Ahmed Atiya Al-Bourch, chef du département d'orthopédie de l'hôpital Al-Shifa, sont morts dans les prisons de l'occupation sioniste, selon 2 associations palestiniennes de défense des droits des détenus, affirmant qu'ils avaient succombé à des tortures et à l'absence de soins. Le ministère palestinien de la Santé a réagi en condamnant ce meurtre. Et depuis le 7 octobre, le bilan des martyrs parmi le personnel médical de la bande de Gaza est passé à 496, selon le ministère palestinien de la Santé, qui a appelé la communauté internationale et les organisations de santé et de défense des droits de l'homme à intervenir afin de protéger les prisonniers contre la torture, le terrorisme et les meurtres. Et il n'y a pas que le personnel médical qui est dans le collimateur des forces de l'occupation sioniste. Je vous en parlais en titre, les journalistes sont quotidiennement persécutés. Et alors que nous célébrons ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse, il faut savoir que 140 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre. Iman Merad. Au moment où le monde célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse, les Palestiniens manquent à leur mémoire 140 journalistes palestiniens tombés en martyrs, plus de 200 jours depuis le début de l'offensive génocidaire sioniste sur la bande de Gaza. Des dizaines d'autres ont été blessés à un moment où l'occupant sioniste a restreint l'entrée des correspondants étrangers pour ne pas témoigner du génocide. I'm sorry again? Quotidiennement confrontés à la mort, les journalistes palestiniens poursuivent leur témoignage du génocide à Gaza, malgré les difficultés et les risques liés au déplacement sous détente avec leurs familles également menacées. Ces soldats de la plume travaillent sans relâche pour véhiculer des images vives du morbide génocide sioniste dans l'enclave palestinienne. Cette offensive génocidaire est la plus meurtrière jamais enregistrée pour les médias. Les gilets floqués avec le mot presse font que les journalistes soient sujets aux attaques sionistes, facilement identifiables, quotidiennement pris pour cible par le génocidaire sioniste qui met tout en œuvre pour les brider et ainsi falsifier le cours de l'histoire.
C'est un crime odieux. Notre confrère a été ciblé par les fractionnistes, le tuant sur place et en direct. Son corps a été déchiqueté. Ces crimes odieux sont la réalité que vivent les journalistes et les agences palestiniennes, jour et nuit, ciblés. Depuis le 7 octobre dernier, les journalistes et les correspondants sont confrontés à de grands défis dans l'exercice de leurs fonctions sur le terrain, liés à leur sécurité personnelle et aux conditions humanitaires et économiques. Nombreux d'entre eux ont perdu la vie lors de raids visant spécifiquement leur maison, et ce, en échange de la transmission de la vérité. D'autres ont été grièvement blessés et certains croupissent encore à ce jour dans les geôles sionistes, tandis que beaucoup ont été contraints de fuir vers des zones moins violentes à l'intérieur de Gaza. Tout ce qu'a fait et continue de faire l'occupation sioniste dans la bande de Gaza n'a pour but que d'isoler les journalistes palestiniens, étant des témoins oculaires et les empêcher de rapporter les faits en dehors de la bande de Gaza. Et tout ça pour les éloigner des lieux des massacres, car au final, ce que craint véritablement l'entité sioniste est que le journaliste palestinien puisse inspirer ses confrères à travers le monde, voire servir de modèle à d'autres générations. Les journalistes locaux devenus les yeux et les oreilles du monde à Gaza, fournissant des photos, des vidéos et des reportages qui informent le monde entier des crimes commis par l'occupant sioniste dans l'enclave palestinienne afin de maintenir l'histoire vivante dans les cycles d'actualité. Et à l'occasion de cette journée, l'UNESCO a attribué son prix mondial de la liberté de la presse à l'ensemble des journalistes palestiniens couvrant Gaza, décimés depuis plus de 6 mois par l'occupation sioniste qui les a particulièrement visés durant son agression contre l'enclave palestinienne et qui a pris les contours d'un vrai génocide du peuple palestinien. J'ai l'honneur d'annoncer que le prix international de la liberté de la presse, l'UNESCO, Guillermo Cano 2024 est décerné sur recommandation de professionnels des médias aux journalistes palestiniens qui couvrent dans la bande de Gaza. Palestinian journalists covering Gaza. Peace to Gaza because it deserves it. Paix à Gaza parce qu'elle le mérite. Paix à Gaza et aux journalistes de Gaza et à toute la Palestine qui mérite l'amour et l'espoir. Paix aux journalistes de Gaza qui n'ont pas dormi depuis 7 mois et sont restés attachés aux principes et à l'éthique du journalisme. Leur syndicat, le syndicat des journalistes palestiniens, est resté attaché aux principes de défense de la liberté de la presse et de protection. Et toujours dans le dossier palestinien, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a affirmé ce vendredi sur la plateforme X que son indépendance et son impartialité étaient compromises lorsque des individus menacent de riposter, appelant à mettre fin aux intimidations à l'encontre de son personnel. Un appel lancé à l'heure où des informations circulent quant à l'émission par la CPI d'un mandat d'arrêt contre des responsables sionistes, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou, pour d'éventuels crimes de guerre à Gaza. Et le gouvernement de Trinité et Tobago a décidé, lors d'une réunion du Conseil des ministres, de reconnaître officiellement l'État de Palestine, estimant qu'un tel acte contribuerait à la réalisation d'une paix durable en renforçant le consensus international croissant sur la question de l'État palestinien. Et réagissant à cette reconnaissance, le président palestinien Mahmoud Abbas a salué la décision de la République de Trinité et Tobago, soulignant qu'elle était conforme aux principes du droit international qui reconnaît le droit du peuple à se débarrasser du colonialisme et des persécutions et à vivre dans la liberté, la justice et l'indépendance.
Et l'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza et la situation humanitaire catastrophique qu'elle a engendrée ont été évoquées par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d'une rencontre avec le président chilien Gabriel Boric à Santiago, où les deux parties ont animé une conférence de presse. Sur le conflit de Gaza, j'ai toujours demandé un cessez-le-feu humanitaire urgent, la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages et une augmentation massive de l'aide humanitaire. Pour sa part, le gouvernement britannique a annoncé qu'il avait imposé de nouvelles sanctions aux groupes et individus terroristes pour avoir incité et perpétré la violence de colons contre les civils palestiniens en Cisjordanie, soulignant que ces nouvelles mesures faisaient suite à une augmentation sans précédent de la violence des colons au cours de l'année dernière, ainsi qu'à un précédent paquet de sanctions britanniques en février. Les sanctions imposent des restrictions financières aux entités et aux individus, ainsi que des restrictions de voyage. Et outre la menace d'une offensive terrestre, la ville de Rafah, où s'entassent quelques 1,5 million d'habitants, vit sous le spectre d'une catastrophe sanitaire. L'accumulation des déchets, des eaux usées et le manque d'accès à l'eau potable favorisent notamment la propagation de maladies infectieuses dans cette ville surpeuplée. Souhila Kilal. Des mares d'eau usées stagnantes de couleur verdâtre, des ordures jonchant le sol, donnant l'impression d'être en immersion dans une décharge publique. Des mouches, des moustiques et des odeurs nauséabondes qui embaument l'atmosphère. L'absence d'assainissement et d'accès à l'eau potable transforme le quotidien de ces déplacés de Rafah en véritable calvaire, les obligeant à cohabiter avec des détritus et des insectes et à slalomer entre des allées inondées d'égouts et de saleté. C'est un véritable fléau. Les mouches nous affectent le jour et les moustiques la nuit. Nous ne pouvons dormir ni la nuit ni le jour. L'odeur est nauséabonde comme vous pouvez le constater. Et les enfants jouent à côté. L'assainissement des eaux usées ou la gestion des déchets à Gaza est un problème très chronique. Cela dure depuis des décennies. Cela est dû au siège et aux sanctions imposées. Ces conditions d'insalubrité favorisent la propagation des maladies et des épidémies. Des milliers de cas d'infections respiratoires, de diarrhée, de poux, de gale, de varicelle, d'éruptions cutanées et de méningite ont été constatés. Une propagation rapide due principalement à la surpopulation de Rafah, où plus de la moitié des habitants de l'enclave ayant fui les bombardements sionistes a trouvé refuge. Des maladies, des épidémies, nos enfants sont toujours souffrants. En plus de l'odeur, on doit enjamber ces eaux usées pour traverser. La situation est insupportable ici. Les eaux usées affectent directement les habitants, causant des maladies, en particulier chez les enfants et les femmes, des allergies et des douleurs abdominales. Cela affecte tout le monde. À Rafah, tous les voyants sont au rouge, bombardements aériens intensifs, menace d'une invasion terrestre massive, crise humanitaire à l'horizon immédiat, doublée d'une catastrophe sanitaire imminente. Les jours et les semaines à venir promettent d'être difficiles pour les 1,5 million de Razaouis qui s'y trouvent. Et la barbarie des crimes de l'entité sioniste est dénoncée à travers le monde entier. Des dizaines d'étudiants soutenant la Palestine de l'Université nationale autonome du Mexique, UNAM, la plus grande du pays, ont dressé un camp à Mexico pour protester contre l'agression sioniste dans la bande de Gaza et en solidarité avec les manifestations d'étudiants aux États-Unis. Même scène en Australie où des centaines de manifestants, des étudiants pour la plupart, ont organisé ce vendredi une nouvelle manifestation dans l'université de Sydney dans la foulée d'un vaste mouvement de protestation dans les campus américains contre l'agression sioniste génocidaire à Gaza.
Par ailleurs, en Suisse, une centaine d'étudiants occupaient le hall d'entrée du bâtiment Géopolis de l'Université de Lausanne, exigeant un boycott académique des institutions sionistes et un cessez-le-feu immédiat et permanent. Et en France, plusieurs dizaines de manifestants pro-palestiniens sont sortis, notamment du site Sciences Po Lyon, après l'évacuation par les forces de l'ordre d'un amphithéâtre occupé depuis jeudi. Dans l'actualité également, le Premier ministre algérien Nadir El-Arbaoui, représentant le président algérien Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce vendredi en Gambie pour prendre part aux travaux du sommet de l'Organisation de la coopération islamique prévu à partir de demain dans la capitale gambienne, Banjul. Cette conférence examinera les questions politiques du monde islamique, principalement la question palestinienne ainsi que des questions économiques, humanitaires et sociales et celles liées au rejet du dialogue des civilisations. Par ailleurs, les travaux de la 21e session de la conférence ministérielle Afrique-Pays nordiques se sont poursuivis ce vendredi à Copenhague avec la participation du ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. En marge de sa participation aux travaux, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues tanzaniens, January Makamba, angolais, Antoine Tété, rwandais, Vincent Biruta et somalien Ali Mohamed Omar. Ces entretiens ont porté essentiellement sur les relations de coopération. Ils ont aussi permis de passer en revue les développements de la situation au niveau continental et le rôle de l'Algérie au sein du groupe des 3 pays africains membres du Conseil de sécurité. Et puis Sahara occidental avec la poursuite ce vendredi de la première conférence sur la vision médiatique de la question du Sahara occidental. La conférence a connu la participation de journalistes de plusieurs nationalités venus concrétiser la dimension internationale de la question sahraoui et ce, de par leur prise de position en faveur de cette cause. Allez, parlons à présent de Zarqa al-Yamama, cette légende de la littérature arabe ayant fasciné les esprits à travers le temps, aussi bien de par sa beauté que par son acuité visuelle. Elle a donné lieu au premier grand opéra produit par l'Arabie Saoudite, un spectacle transcendant où la légende côtoie le réel. La culture arabe renferme beaucoup d'histoires inspirantes sur le plan humain. Nous trouvons que cette histoire renferme beaucoup d'éléments inspirants. Le deuxième point est que le personnage principal est une femme. Cela dit au monde que la place de la femme chez les Arabes est importante. C'est une femme sage qui a des yeux étranges qu'elle maquille en bleu. Ses yeux sont bleus.
Avec le temps qui passe, dans l'imaginaire arabe, ses yeux bleus avec cette sagesse avaient une vision à très longue portée. Elle pouvait voir des essaims de pigeons à perte de vue et savait d'un regard le nombre exact de pigeons. Nous racontons les tableaux de cette belle histoire de Zarqa al-Yamama à travers cette réalisation théâtrale, à travers ce beau texte écrit. Effectivement, la musique raconte une histoire. La merveilleuse scénographie qui a été réalisée dans cette production était au-dessus des attentes. Si vous avez suivi tout cet opéra, c'est une histoire contée jusqu'au final avec des événements qui s'enchaînent, nous racontant l'ancienne histoire de Yamama à travers les temps. La célèbre histoire de Zarqa al-Yamama, connue dans le patrimoine arabe, est aujourd'hui concrétisée sur scène de manière différente avec des tableaux, des rôles et des interprétations d'opéra. Et c'est aussi la dernière scène de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.